Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur la présidentielle de tous les possibles. Elle semble se jouer à 4 dans le sprint final. Ils sont 4 candidats à se disputer les 2 places de qualification. Analyse de cette situation inédite à 13 jours du premier tour et débat aussi autour d'une campagne où la personnalité des candidats pèse beaucoup. Et puis, cette question, que se passe-t-il dans le secret de l'isoloir? Sur quels principaux critères vont se déterminer les Français? Qu'est-ce qui compte le plus à leurs yeux pour voter en faveur de tel ou tel autre candidat? Sur ce sujet, le match des idées opposera le démographe et historien Hervé Lebras à Anne Levade, juriste et professeur de droit public. Enfin, l'entretien. Mon invité est passionné par les langues. Il en parle d'ailleurs plusieurs. C'est un grand linguiste, auteur de très nombreux ouvrages, professeur honoraire au Collège de France. Claude Agege publie Les religions, la parole et la violence chez Odile Jacob. Le grand entretien, c'est tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Vos réactions avec le hashtag OVPL. Et avant notre premier débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Sophie Normand-Couturier. Moins de perturbations que prévu ce lundi en Guyane. Face à la mobilisation des opposants à la poursuite du mouvement, le collectif qui le pilote a finalement décidé d'assouplir la mesure alors que François Hollande a appelé à la fin du blocage. Dans un courrier adressé aux parlementaires guyanais qu'il se dit prêt à recevoir à tout moment à Paris, le chef de l'État a déclaré que l'économie guyanaise ne doit pas être fragilisée plus longtemps. Voilà près de 3 semaines que la Guyane est touchée par un mouvement social marqué par des revendications sécuritaires, sanitaires et éducatives. Front National. Marine Le Pen dénonce une opération d'instrumentalisation politique. Hier, la présidente du FN a déclenché une polémique en affirmant que la France n'était pas responsable du Vel-d'Hiv. Des propos qui ont notamment fait réagir le candidat Jean Lassalle. Accablant, indigne. Ça me fait vomir. Mais franchement, si l'État n'était pas dans cette affaire, je me demande qui est-ce qui y était. Et ce lundi, Israël a officiellement condamné les déclarations de Marine Le Pen. Déclaration. Il est considéré comme un petit candidat. Pourtant, François Asselineau, en meeting à Lille ce soir, prévient il sera l'une des surprises du premier tour. Surtout depuis le débat qui a eu lieu le 4 avril, eh bien, ma notoriété personnelle et celle du mouvement sont en croissance absolument verticale actuellement. Actuellement, nous enregistrons 250 à 300 adhésions par jour. C'est tout à fait considérable. Emmanuel Macron. Après Alamanque et Jacques Attali, le philosophe Bernard-Henri Lévy soutient à son tour Emmanuel Macron. Il l'annonce dans un texte publié dans sa revue La Règle du jeu. L'ancien ministre de l'économie lui fait penser à un doux mélange entre Kennedy et Alcibiade. Cet homme d'État de l'Antiquité grecque, disciple de Socrate, riche, séduisant et sans scrupules. Déclaration. Quel serait le premier geste symbolique de Jacques Cheminade s'il était élu? Le candidat à la présidentielle était l'invité de nos confrères de TF1. Le premier geste, ce serait de dire « je vais faire la séparation bancaire que François Hollande n'a pas fait, bien qu'il l'ait promis ». C'est une mesure, ça. C'est une mesure, mais c'est un geste. Et c'est la première chose que je dirais en rentrant à l'Élysée. Et avec le crédit national qu'on pourra dégager, dans une conférence pour l'emploi, je vais créer la France du futur. Attentat. La Suède a observé 1 minute de silence pour les victimes de l'attentat au camion bélier commis vendredi. 4 personnes ont été tuées à Stockholm par un homme d'origine ouzbek qui affichait des sympathies djihadistes. Hommage aussi en Grande-Bretagne. La dépouille du policier poignardé à mort repose désormais à la chapelle du palais de Westminster. Un honneur normalement réservé aux dirigeants. Il a été tué par un Britannique converti à l'islam qui venait de faucher des piétons avec sa voiture sur le pont de Westminster. Et c'est vraiment la présidentielle de tous les possibles. À 13 jours du premier tour, ils sont 4 candidats dans un mouchoir de poche électorale. Alors on va analyser ensemble cette situation et ses incertitudes et nous intéresser aussi à l'importance prise par la personnalité des différents candidats et qui semble beaucoup peser dans ce scrutin. Le débat avec nos invités ce soir, Anne-Sophie Beauvais, bonsoir. Bonsoir. Directrice générale de l'Association des anciens élèves de Sciences Po, rédactrice en chef du magazine Émile et auteur de Sciences Po pour les nuls.
À vos côtés, Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Institut Polling Vox. Nicolas Boudot nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en communication, associé du cabinet de communication Tilder. Et à vos côtés, c'est notre chroniqueur, Jean-Luc Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de nous arrêter sur le début, c'est aujourd'hui de la campagne officielle du premier tour, avec les temps de parole, l'affichage et les clips de campagne. On voit tout cela avec Jonathan van der Voort. À partir d'aujourd'hui, c'est l'égalité du temps de parole. Petits comme grands candidats, tous bénéficient strictement du même temps médiatique. Chaque intervention des candidats ou de leur soutien sera comptabilisée dans les médias. Avec le lancement de la campagne officielle, les candidats diffusent aussi leurs clips sur les chaînes publiques. Chacun a le droit à 43 minutes de diffusion. À moins de 2 semaines du premier tour, c'est l'occasion de se différencier et de marquer les esprits. Maintenant, l'État soutient aussi financièrement les candidats. Tout ce qui est campagne officielle, c'est-à-dire les bulletins de vote, la circulaire, l'impression de l'affiche et la position des affiches, sont des choses qui sont hors du budget de campagne du candidat, qui sont ce qu'on appelle subrogées à l'État. En l'occurrence, pour nous, c'est aux préfectures, c'est les préfectures qui payent la position des affiches. Donc ça ne rentre pas dans le compte de campagne, c'est offert, entre guillemets, par l'État, c'est le prix de la démocratie. Chaque candidat a le droit à 2 modèles d'affiches. Une pour ses déclarations et une autre pour annoncer les réunions électorales. Dès ce matin, elles ont été apposées sur les panneaux mis en place par les mairies. Un exercice minutieux. On est obligé de prendre 3 photos. Comme on fait les lances candidats, ça permet aussi aux candidats de voir qu'on pose bien leurs affiches, pas de travers, pas sur d'autres affiches où on ne les collerait pas. Donc là, on prouve qu'on colle bien les affiches. Chaque collage coûte 2 € à l'État. 1 million d'affiches ont été imprimées pour les 11 candidats. De quoi donner à cette période électorale toutes les couleurs de la campagne. 13 jours pour un sprint final, un sprint avec un peloton de tête qui est en fait un quarteron. Jérôme Sainte-Marie, tout ça c'est vraiment inédit dans cette campagne avec un match à 4. On peut dire que c'est la présidentielle de tous les possibles aujourd'hui? Oui, c'est tout à fait. Je pense qu'effectivement, c'est sans précédent, parce que même à l'époque où on parlait de la bande des 4, le rapport de force au sein dans les 2 alliances était relativement bien fixé. Donc on a eu des incertitudes sur les qualifications au second tour, par exemple entre Raymond Barre et Jacques Chirac en 88, entre Chirac et Balladur en 95, etc. Mais là qu'on ait un tel rapprochement à la fin de la campagne, je pense qu'effectivement c'est tout à fait inédit. Ça correspond en fait à... Je crois que ça correspond surtout au fait qu'il y a 2 clivages qui se croisent, le clivage gauche-droite et le clivage entre souverainisme et libéralisme, ce qui provoque une fragmentation, si vous voulez, en 4 carrés de la vie politique française. C'est intéressant, c'est-à-dire que le clivage gauche-droite n'a pas disparu, contrairement à ce que disent les 2 autres candidats qui sont pour le clivage souverainiste et... Ça se cherche, mais effectivement, on a quand même... les 2 éléments, effectivement, se structurent, et on saura si Marine Le Pen est au second tour de la présidentielle. Je pense que là, par contre, le clivage gauche-droite aura vécu. Anne-Sophie Beauvais, quel est votre regard sur ce quarteron? Est-ce que vous aviez vu, senti, pressenti la fusée Jean-Luc Mélenchon? La fusée Jean-Luc Mélenchon, on avait vu une dynamique, tous qui s'installait. Donc de le voir regagner quelques points, c'est peut-être pas si étonnant que ça. En tout cas, il a eu tout au long de la campagne une vraie habileté pour transformer son image. On a tous, à différentes occasions, salué un petit peu l'artiste, un très bon orateur. Il a été très bon dans ce premier débat à 5. Mais je trouve, et là c'est vraiment la question qui va quand même, je l'espère, à un moment donné arriver, c'est qu'il a eu aussi une grande habileté à faire oublier son programme. Et je pense que c'est ça qui contribue aussi à le placer, j'allais dire, aussi haut. Parce que quand on regarde de près son programme et qu'on énumère un peu tout ce qu'il nous propose, il y a quoi quand même se poser un certain nombre de questions. Enfin, je peux faire l'énumération, mais entre l'augmentation du SMIC, entre les charges sociales qu'il veut augmenter, la 6e semaine de congés payés, je ne sais pas si on a bien réalisé quand même la réalité du programme de Jean-Luc Mélenchon. Mais la question que je voulais poser à Jérôme Sainte-Marie, je ne sais pas si c'est un match à 4 ou un match, finalement 2 matchs. On a un match pour la première place qui se joue, puis il y a un deuxième match pour la 3e place. 2 duels, donc. 2 duels. Ah oui, c'est bien compliqué, mais sauf que là, on avait pour l'instant deux matchs superposés, sauf que là, maintenant, le numéro 3 et le numéro 4 peuvent accéder au second tour. Et on a en plus notre phénomène qui est quand même le fait qu'Emmanuel Macron baisse en réalité depuis maintenant 2-3 semaines. Mais on va en parler. Mais la remarque que vous avez dit, Anne-Sophie Beauvais, est-ce que je la transforme en question, Jean-Luc Gombaud? Est-ce que c'est le programme qui fait l'élection quand on voit la montée, la dynamique de Jean-Luc Mélenchon qui, il est vrai, se prépare quand même depuis longtemps? C'est peut-être même le candidat qui se prépare vraiment de manière la plus peut-être pas sur le programme, se prépare depuis longtemps, je suis d'accord, mais surtout sur la manière de faire,
sur la... C'est formidable. On avait l'impression, par exemple, hier, sur la Méditerranée, il avait prévu qu'il serait dans le port de Marseille avec son petit brin de muguet, pas de muguet, pardon, excusez-moi, de rameau. Oui, moi, je préfère quand il y a des fleurs. Donc, son rameau d'olivier, etc. On a vraiment l'impression que c'est un homme qui se prépare depuis longtemps. Et effectivement, les fragilités du programme sont, à mon sens, absolument frappantes. Et ce qui paraît contradictoire, parce que l'une des raisons pour lesquelles le quinquennat de M. Hollande apparaît comme raté, c'est la pression fiscale. Les 40 milliards d'impôts nouveaux sur les ménages. Mais l'une des raisons. Or, voilà que M. Mélenchon nous en propose 80, et ça n'a l'air de choquer personne, notamment 30 en matière d'impôts sur le revenu. Mais si vous regardez les autres programmes, on écoutait hier, par exemple, M. Fillon, il a encore évolué. Par exemple, quand il dit les 39 heures compensées, d'habitude, il se limitait à dire sur 37 heures. D'abord, il disait pas du tout de compensation. J'ai besoin de faire des économies. Et puis après, il a dit 37 heures. Et aujourd'hui, il dit compenser tout court. Mais attendez, compenser, il y a 15 milliards qui vont manquer par rapport à son programme. Donc, mais ça n'intéresse personne. Et je peux prendre tous les programmes comme ça, où j'ai l'impression que doit être plutôt déterminant pour les gens. Une espèce d'appât. Quand M. Fillon dit « je veux redresser la France », ça passe parce qu'il a l'air convaincant. Alors évidemment, il y a tous les autres problèmes qui lui collent au basque, ce qui c'est un peu un problème différent. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ça. Pour M. Mélenchon, c'est sa capacité oratoire, cette façon de convaincre, de parler des choses qui me paraît être beaucoup plus, qui emporte beaucoup plus que son programme lui-même. C'est le cas. Nicolas Boudou, vous, le spécialiste en communication, quand vous avez vu ces images hier du Vieux-Port avec Jean-Luc Mélenchon, toujours excellent en tribun, qu'est-ce qu'elles vous ont inspiré, ces images ? Que Jean-Luc Mélenchon était en train de réussir la campagne qu'il fallait faire dans cette élection 2017, c'est-à-dire une campagne d'image. Et pourquoi les programmes n'inspirent pas les Français ou l'opinion publique? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été débattus, ou assez peu. Quand ils l'ont été, c'était lors de l'émission chez vos confrères de BFM ou CNews la semaine passée, et c'était tellement fractionné, c'était un pêle-mêle de voix toutes plus dissonantes les unes que les autres, avec des candidats qui prenaient la parole tous les quarts d'heure. Franchement, c'est la posture et l'image qu'il a emporté sur le fond, et qu'auparavant, Jean-Louis Gombault vient de le dire, on a eu droit aux affaires, et donc plus les primaires précédemment, et donc le temps finalement du fond n'est pas encore arrivé à 15 jours de l'élection, ou très peu. Et donc nous sommes dans une élection d'image. Et sur l'image, dans le débat de la semaine dernière, les deux qui ont le mieux réussi, c'est Mélenchon et Fillon, Fillon et Mélenchon, là où Macron et Le Pen étaient un peu en baisse, et c'est ce que l'on voit, ce que l'on lit dans les sondages. Moi j'ai juste une petite limite, c'est que peut-être finalement que ce quatuor qui est en tête dans les sondages, c'est l'incarnation de la société du spectacle. Et que finalement, on est en train d'assister à une forme de télé-réalité politique. Et c'est un peu inquiétant pour l'avenir, parce que vous savez, quand on suit une émission de télé-réalité, à partir du moment où on connaît le vainqueur, on éteint la télé, et le lendemain, on a déjà oublié qui c'était. Là, dans ce jeu de télé-réalité politique, on va élire quelqu'un pour 5 ans, et le lendemain matin, il faudra que celui-ci ou celle-là gouverne. Et moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu dans cette campagne électorale. Jérôme Sainte-Marie, on va le dire pour cette élection, on aurait pu le dire pour le précédent, pour le scrutin de 2012, mais quand même là, on arrive à un moment important pour notre pays, notre rang dans le monde, et on assiste à cela, une campagne d'image, une élection d'image, vraiment ? Je ne le crois pas du tout. Pourquoi ? Je suis en dissonance complète avec ce que je viens d'entendre, d'ailleurs de 3 manières différentes, tout simplement parce que si c'était une bataille d'image, c'était la personnalité qui comptait. Mais vous croyez vraiment que dans 2 semaines, le Vésinet, Chatou, le 16e arrondissement va voter Mélenchon ? Regardez, sinon il n'y aurait pas de sociologie électorale. Non, mais il y a Macron et Le Pen qui sont... Là, vous prenez à l'extrême, vous caricaturez. Je ne caricature pas du tout. Non, parce que les gens ont des idées quand même. Les gens ont des idées quand même. Les gens ont des idées, ils ont surtout des intérêts. Par exemple, vous le disiez vous-même, pourquoi est-ce que l'électorat de Mélenchon se soucierait d'un accroissement de l'impôt sur le ménage alors que 50% des ménages ne le payent pas ? Vous savez, une bonne politique économique, c'est celle qui vous profite. Et ceux qui payent, par exemple, comment dirais-je, l'impôt sur la fortune, l'ISF, c'est pas l'argument de savoir si c'est bon ou mauvais pour l'économie qui compte, c'est bien sûr si c'est bon ou mauvais pour eux. Par ailleurs, si vous regardez 2 choses, d'une part la fréquentation des meetings, vous voyez bien que c'est pas la même sociologie, c'est pas la même catégorie. La bataille d'image, elle se passe au sein des mêmes groupes et des mêmes camps. Pourquoi telle personne va représenter ce groupe ?
par exemple au moment des primaires, mais inversement sur comment dirais-je, vous avez aussi un autre élément dans les sondages qui sont faits, quand on teste la classe sociale subjective, on s'aperçoit qu'effectivement Macron mobilise tous ceux qui s'identifient, enfin tous ceux, une bonne partie, ça se partage avec Fillon, qui s'identifient aux classes sociales aisées, et inversement, Mélenchon dispute à Marine Le Pen ceux qui se considèrent dans les classes sociales dominées. Il y a rarement eu un tel, pour dire les choses de manière très claire, et je pense qu'on m'avait compris, il y a rarement eu un vote de classe aussi clair dans une élection présidentielle que dans celle-ci, ce qui prouve bien que ce n'est pas uniquement un problème de communication ou d'image. Il y a un candidat dont on parle presque plus, Anne-Sophie Beauvais, on va parler de lui parce que c'est peut-être lui qui se fait siphonner, sûrement d'ailleurs lui, toutes les voix, c'est Benoît Hamon qui avec 9% est durablement enquisté sous la barre des 10%. On va l'écouter à ce sujet. Incontestablement, ça pèse. Et qui ne voit pas que l'électorat de gauche est déçu. Il a été déçu par la déchéance de nationalité, par la loi travail, par l'échec sur le chômage. Et ça pèse incontestablement. Puis après, il y a des défections nombreuses. Quand tous les jours, vous avez le feuilleton de ceux qui s'en vont, c'est quand même pas facile à gérer. C'est pas tant que moi je le gère mal, c'est que ce sont nos électeurs qui se disent mais à quoi bon finalement regarder vers ces gens s'ils sont aussi déboussolants et déboussolés. Voilà, Benoît Hamon qui parle de deux aspects différents. C'est les ralliements ou les soutiens à Emmanuel Macron et qui parle, Anne-Sophie Beauvais, de ce bilan de François Hollande. Et c'est là tout le paradoxe. Ce candidat socialiste qui ne veut pas évidemment porter ce bilan, mais en même temps, c'est le candidat du PS. Ah bah c'est un vrai paradoxe. On a un candidat du PS qui était un frondeur et qui a quand même empoisonné toute cette fin de quinquennat de François Hollande. Mais de toute façon, c'est un peu l'élection présidentielle malgré tout des paradoxes. On réfléchit à est-ce qu'on adhère à une personnalité ou est-ce qu'on adhère à des idées. On risque de voter François Fillon sans adhérer à la personnalité mais pour adhérer à son programme. Mélenchon est quand même très haut et je maintiens cette idée qu'on soutient plus une personnalité à travers Jean-Luc Mélenchon que son programme. Moi je doute qu'il y ait près de 20% des Français qui veulent bloquer les licenciements par exemple. Mais voilà, donc on est dans une élection vraiment extrêmement paradoxale d'une certaine façon. Oui, complètement. Oui, allez-y. Complètement. Jean-Luc Mélenchon, soutenu par le Parti communiste, idéologie qui a fait le malheur de l'humanité partout, elle a malheureusement été appliquée, qui a réussi et qui a fait des résultats extrêmement faibles par le passé dans les dernières élections, se trouve à 20% dans les sondages en 2017. C'est presque anachronique. On est un des derniers pays du monde à être dans cette situation-là. C'est bien la preuve que c'est l'image, et en cela, Jean-Luc Mélenchon a parfaitement réussi son pari, plus que l'idéologie qui est le sous-jacent et qui porte cette élection. Et c'est bien le problème, puisque le lendemain de l'élection, on peut se retrouver en très grande difficulté ou avec une vision un peu différente de ce que l'opinion publique veut. Vous n'avez pas l'air d'accord de ce côté de la table. Je me trompe, Jérôme Sainte-Marie, Anne-Sophie Beauvais? Non, moi je suis pas d'accord du tout. Non mais allez-y, je pense qu'il faut pas grave si vous n'êtes pas d'accord toute la soirée. De neutralité axiologique, et donc si vous voulez, vous avez des groupes d'intérêts qui ont des gens qui ont des intérêts différents. C'est aussi bête que cela. Et c'est particulièrement révélé dans cette campagne. Pourquoi ? On avait autrefois la gauche et la droite qui avaient finalement, c'était des gros massifs électoraux qui étaient érodés par une longue pratique du pouvoir au niveau local et national, et au fil des temps, leur identité de classe s'était largement mêlée. Avec l'offre politique nouvelle, notamment avec l'offre politique très radicale, qui est celle d'Emmanuel Macron, ça polarise, et ça polarise socialement comme rarement. Il y a un cas précédent, c'est précisément le vote au référendum sur l'Europe de 2005 ou 1992, où là on avait une polarisation sociale qui était énorme. Bien sûr que vous avez des gens qui considèrent, à tort ou à raison, c'est pas mon problème, mais que leurs intérêts ne sont pas, par exemple, de voter Emmanuel Macron avec une réforme du Code du travail qui sera accélérée. Ces gens se trompent peut-être, mais ils croient, que ce soit dans la France d'en haut ou dans la France d'en bas, qu'aujourd'hui leurs intérêts divergent largement. Moi, ça polarise, si je peux juste me permettre, que ça polarise, c'est certainement, mais je vais prendre quand même un exemple avec mes étudiants de Sciences Po pour montrer quand même comment Jean-Luc Mélenchon est à la mode. Traditionnellement, les étudiants à Sciences Po sont plutôt de gauche. S'il est à la mode chez les étudiants de Sciences Po, oui, mais figurez-vous, il a gagné l'élection. Absolument, mais ce que je veux vous dire, c'est que traditionnellement, les étudiants de Sciences Po votent plutôt à gauche, mais pour une gauche modérée, qu'on pourrait appeler une gauche de gouvernement. Et là, ce qu'on
constate parmi les étudiants de Sciences Po, c'est que Jean-Luc Mélenchon est très à la mode. On a du mal à trouver des étudiants de Sciences Po qui soutiennent Benoît Hamon. Et il incarne pour eux le vrai candidat de gauche aujourd'hui, comme pour beaucoup d'autres. Tout le monde le trouve extrêmement sympathique et effectivement, on trouve qu'il a des idées. Mais encore une fois, je ne suis pas sûre qu'ils soient tous allés regarder très précisément les idées de Jean-Luc Mélenchon, mais on le trouve sympathique et sans doute qu'il réconcilie un peu cette jeunesse avec une gauche qui les... Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que les étudiants de Sciences Po, par exemple, que je ne connais pas, mais je suppose, par exemple, qu'ils sont plutôt favorables à l'euro. Absolument. Voilà. Bon, donc pour répondre, il y a le problème des intérêts, bien sûr, mais il y a la schizophrénie des gens, la difficulté de saisir l'opinion. Quand vous pensez, vous additionnez les voix probables de M. Mélenchon et de Mme Le Pen, vous arrivez à 45%. 75% des Français sont pour le maintien dans l'euro. Alors, soit ils croient que c'est une question secondaire, c'est-à-dire, comme par exemple, je dirais secondaire, on augmente les dépenses publiques de 10 milliards. Bon, c'est un problème, mais enfin, bon, c'est pas catastrophique. C'est un problème, mais c'est pas... L'euro, c'est quelque chose d'absolument central. C'est vraiment la pierre angulaire. C'est ce qui soutient l'ensemble du reste. Et ces gens-là, de Sciences Po notamment, trouvent que M. Mélenchon est plutôt sympathique, a plutôt du charme, est cultivé. Il cite Yanis Ritsos à la fin de son discours sur la paix. C'est formidable pour un étudiant, etc. Donc, il y a ce problème quand même de personnalité. M. Hamon, tout à l'heure, qu'on vient d'entendre, il dit « pour telle raison, je n'ai pas pu progresser ». Il oublie une chose, c'est qu'il n'a pas imprimé. C'est-à-dire, le problème... Alors, on me dira, il n'a pas imprimé parce qu'effectivement, il y a toutes les raisons qu'il donne. Évidemment, on ne peut pas savoir quelle est la cause de l'effet, c'est compliqué. Mais fondamentalement, il n'a pas réussi à prendre la stature qu'un Mélenchon a réussi à prendre pour des raisons complexes à analyser, mais qui sont là. Alors, vous n'êtes pas d'accord encore? Non, je ne suis pas d'accord, parce que pour l'euro, d'une part, je vous rappelle quand même qu'il y a eu un référendum sur l'Europe. Pas sur l'euro. Sur le TCE, non, mais sur le TCE en 2005, dont les résultats n'ont pas été respectés par le Parlement, mais enfin, ce vote a eu lieu. 55% des gens avaient voté non à ce moment-là, et ce n'était pas un problème d'image. Il n'y avait pas de candidat. Donc les gens ont voté sur un texte de part et d'autre. Ensuite, alors vous avez le droit de penser que les gens ont voté les uns par raison et les autres par passion, mais là, c'est un jugement de valeur. Ils ont voté contre Chirac. Oui, peut-être. Ah oui. Oui, enfin bon. C'est souvent là, oui, à celui qui pose la question. Pourquoi pas. Et toujours est-il que vous avez... quand ils avaient voté oui en 92, on n'avait pas considéré que c'était un vote déraisonnable. Où est-ce que vous voulez arriver dans votre raisonnement? Non, je veux arriver, c'est que sur l'euro, par exemple, la situation est beaucoup plus complexe. À la fois, vous avez effectivement une majorité des Français qui sont favorables au maintien de la France dans l'Union européenne et au maintien de la France dans la zone euro. Et vous avez une majorité de Français qui considèrent, et dans les mêmes sondages d'ailleurs, donc ce sont les mêmes, qui considèrent que l'euro n'a pas été une bonne chose pour la France, n'est pas une bonne chose pour eux-mêmes. Donc le projet de renégociation avec comme argument ultime la sortie de l'euro, qui est porté très clairement par Jean-Luc Mélenchon, de manière plus compliquée par Marine Le Pen, ce projet-là peut être entendu. Le projet d'une partie des gens que vous citez n'est pas un projet de sortie immédiat, unilatéral. Même Marine Le Pen... C'est quand même une sortie, pardonnez-moi. Jean-Luc Mélenchon, non, il a dit clairement, il a répondu à la question, s'il apporte un accord et que les Français, sur cet accord qu'il leur a apporté, ne sont pas d'accord, eh ben c'est fini. Enfin, s'ils sont d'accord, on sort de l'euro. S'ils ne sont pas d'accord, c'est lui qui part. Ça ressemble un peu à la démocratie, en fait, quand on y réfléchit. Ah, mais je ne dis pas le contraire. Mais pour des gens qui seraient pour l'Europe... Bon, en tous cas, vous n'êtes pas d'accord. On va continuer, parce qu'il nous faut parler quand même des différents candidats. On va, dans quelques instants, poser la question sur la polémique déclenchée par Marine Le Pen. Mais tout d'abord, vous avez parlé, tous, vous êtes d'accord sur ce point, le resserrement des écarts dans cette dernière ligne droite. On y revient avec Sophie Normand-Couturier. Difficile de deviner qui sera au second tour, car ils sont désormais 4 candidats à pouvoir s'y qualifier. À 13 jours du premier tour, les deux favoris, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, subissent un tassement de leurs intentions de vote, en baisse dans les sondages à quelques 23% chacun. Derrière eux, au coude à coude, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, le candidat du centre et de la droite qui reprend des couleurs. Mais la révélation de ces dernières semaines, c'est le président de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui remonte dans les sondages, fait un bond de près de 6 points en 3 semaines et pour la première fois fait jeu égal avec François Fillon à 19%. On va parler des différents candidats, mais d'abord la question sur la polémique suscitée par les propos de Marine Le Pen sur la rafle du Veldiv. Alors, est-ce qu'électoralement, ça peut lui coûter des points? Pour certains, c'est du révisionnisme. Pour d'autres, elle ressemble à son père, c'est une faute politique et morale. Quelles peuvent être les éventuelles conséquences pour elle? Les conséquences, c'est une baisse dans les sondages et puis un certain nombre d'électeurs qui
peut-être venus de chez M. Fillon à cause des affaires ou venus d'autres sphères de la vie politique, s'en détournent, voyant dans ce discours de Marine Le Pen un retour au Front National classique. Parce que, c'est-à-dire classique, c'est le Front National de 79 à 2000 finalement, à 2002. En tout cas, ça peut pas lui faire du bien. Et ce type de réflexion, en fait, historique, qui revient finalement à une vieille situation, on faisait le distinguo entre la France de Pétain et la France de De Gaulle, a vécu, ça a été tranché par les historiens, ça a été tranché par Jacques Chirac en 1995. Tranché ? Oui, il y a eu Jacques Chirac, mais est-ce que c'est vraiment tranché par les historiens ? En tout cas, la majorité des Français ont considéré que c'était tranché. Elle revient sur un vieux débat historique, idéologique, juridique aussi, constitutionnaliste. C'était pas forcément le bon moment pour elle à 15 jours d'un premier tour d'élection présidentielle. C'est quoi le ça risque de lui coûter assez cher. Moi, je sais ce que vous soulignez. Alors, il y a deux problèmes, à mon avis. C'est pourquoi elle a dit ça. Je n'ai pas suivi vraiment. J'ai entendu ce qu'elle a dit, mais je ne sais pas dans quel contexte. On lui pose la question. Donc, effectivement, c'est un peu le travail à la Bourdin, c'est-à-dire, donc, les chambres régales, ça existait ou pas, pour faire quelque chose, un scoop. Après, il y a le fond. Enfin, ça a été tranché par Jacques Chirac. Je n'ai pas entendu une assemblée d'historiens, de Nora, de tout ça, qui signent, etc., qui disent que c'est l'État français, la France en tant que telle, qui est responsable du Veldiv. Alors quand j'entends les commentateurs dire à la radio, j'entends partout, ça revient à son père. Non, son père niait l'existence des chambres à gaz. Ça n'a rien tout à fait. Et l'Holocauste en tant que tel, en réalité, ça n'a rien à voir. Il y a un fait historique qui est un problème compliqué. On peut même revenir aujourd'hui. Il y a même un problème. Est-ce qu'il y a eu un génocide des Arméniens par les Turcs ? C'est un véritable problème où les historiens ne sont pas tout à fait d'accord. Je dirais principalement les historiens turcs d'ailleurs. Mais enfin, il y a un débat et je ne vois pas. Pourquoi on pose cette question à cette femme à un moment de la campagne électorale, si ce n'est pour faire un buzz ? Et autrement, je pense que je ne vois pas le scandale. Je comprends votre argumentaire, mais pour aller au-delà du débat historique, d'abord politiquement, quel intérêt, Jérôme Sainte-Marie, de rouvrir des plaies qui sont toujours à vivre, évidemment ? Alors, on est obligé quand même de faire un tout petit mot sur le débat historique, parce qu'effectivement, quand j'entends que cette question historique a été tranchée par Jacques Chirac, on voit bien qu'il y a une contradiction à les termes. C'est bien le problème qu'on a actuellement, mais je ne vais pas développer, sur l'intrusion de la politique, via notamment les lois mémorielles, dans le travail des historiens. Marine Le Pen, en théorie, pourrait avoir parfaitement le droit de défendre cette idée-là. Et on voit d'ailleurs que beaucoup de commentaires contre elle, actuellement, aujourd'hui, contiennent des erreurs factuelles tout à fait troublantes. Ce n'est pas du révisionnisme non plus, parce qu'effectivement, elle ne met pas en cause la réalité des faits, mais simplement en cause un débat. Alors pourquoi est-ce qu'elle le fait ? C'est très difficile à dire. Moi j'ai noté, me semble-t-il, que c'est le même journaliste, dans le même studio, de la même radio, qui la piège là-dessus, enfin qui lui pose la question, en 80, je ne sais plus quand, il y a 25 ans à peu près, c'était donc dans le même studio, de la même radio, qui avait été... le journaliste pose des questions, c'est un peu notre rôle. C'est pas piégé. Chacun est responsable de ses réponses. C'est amusant. Ce qui est alors après, sur le coup politique, il me paraît très important pour Marine Le Pen, peut-être déjà dès le premier tour, certainement pour le second tour. On voyait déjà qu'il y avait, dans le second tour, elle n'arrive pas à franchir la barre des 40%. Là, aujourd'hui, ça va devenir pour elle de plus en plus compliqué. C'est quelque chose c'est un événement politique, cette déclaration, dont l'explication, pour moi, est c'est important, c'est-à-dire que selon vous, qui avez quand même l'expérience, même s'il faut toujours faire attention à ces photographies à un instant T, vous nous dites qu'il pourrait y avoir un avant et un après pour Marine Le Pen ? Rappelez-vous, pour Jospin, sur un sujet plus futile, lorsqu'il parlait de l'âge de Jacques Chirac, il y avait bien eu un avant et un après dans sa campagne. Là, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, ça ne fait que compliquer sa campagne, d'autant plus que... Et je ne pense pas que ce soit délibéré, parce que je pense qu'elle a répondu de manière en toute honnêteté intellectuelle. Je ne pense pas que ce soit c'est ce qu'elle pense, ce qu'elle a le droit de penser par ailleurs, sauf qu'elle n'a pas maîtrisé le fait que, surtout quand on s'appelle Le Pen, ce genre de position légitimes en elles-mêmes, sont politiquement très coûteuses. Évidemment, Anne-Sophie Beauvais, ses adversaires, les autres candidats, se sont immédiatement saisis de la polémique pour lui renvoyer, j'allais dire presque à la figure, la dédiabolisation qui, selon eux, n'est pas du tout ni à l'œuvre, ni encore moins aboutie selon ces candidats-là. Oui, là, c'est certain qu'elle leur a tendu une belle perche, en tout cas pour cet argument-là. Moi, je suis juste toujours frappée quand ce type de polémique arrive
parmi la classe politique, j'allais dire l'absence des historiens pour répondre de manière un petit peu immédiate ou en tout cas pour prendre parti. Et je trouve qu'il y a une forme de timidité, on va dire ça comme ça, à ne pas vraiment s'exprimer sur des sujets comme celui-là. Moi, je ne les ai pas entendus, en tout cas, réagir dans la suite des propos. Quelques-uns, hein, on les compte sur les doigts d'une main, on va dire de demain, allez. En tout cas, il ne faut pas oublier les autres candidats. Il y a également Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade, François Asselineau, Jean Lassalle. Est-ce qu'ils vont grignoter des points précieux pour les autres candidats? On va écouter à ce sujet Nicolas Dupont-Aignan, qui pourrait, dit-on, tailler des croupières à François Fillon, l'empêchant d'accéder au premier tour. Lui s'en défend. On l'écoute. Monsieur Fillon était à 34% dans les sondages au soir de la primaire. Il est tombé à 17 ou 18 ou 19, qu'importe. Si c'est moi qui ai fait tomber Monsieur Fillon, je pense qu'il se trompe. Ce sont des manœuvres politiciennes. C'est chercher un bouc émissaire à sa propre incurie. C'est Monsieur Fillon qui, par un comportement amoral, discrédite la vie politique. C'est un peu fort de café d'accuser les autres quand on ne se regarde pas soi-même et ses propres turpitudes. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il a raison, Nicolas Dupont-Aignan, de renvoyer le candidat de la droite à ses propres turpitudes, Nicolas Boudot, ou est-ce qu'il pourrait être, pardonnez-moi de la formulation de la phrase, la Christiane Taubira de Lionel Jospin? Il y a deux questions en une. Alors, en communication, oui, il a raison de faire ça, parce que lui, son objectif, c'est de passer la barre des 5%, voire peut-être plus, et pour cela, il sait que sa réserve de voix, elle est plutôt chez François Fillon qu'ailleurs. Donc, c'est complètement logique que, en termes politiques et pendant la campagne, il se comporte comme ça. Savoir s'il sera la Christiane Taubira, c'est-à-dire celui qui empêchera François Fillon d'être au second tour, il est évidemment beaucoup trop tôt pour le dire. On pourra en parler le 23 avril vers 20h01. Mais pour François Fillon, à contrario, c'est un risque réel. Et donc celui-ci a raison d'essayer de repousser Nicolas Dupont-Aignan le plus à droite possible de lui. Mais c'est vraiment tout ce qu'on peut dire ici. Finalement, c'est oui à vos deux questions. Est-ce que sur son programme, il est identifié, Jean-Louis Gombault, Nicolas Dupont-Aignan? Parce que là encore, il peut bénéficier dans son surgissement à lui, qui reste quand même un étiage de 3 à 5%, plutôt d'ailleurs à 5%. Est-ce que c'est sa personnalité également qui peut peser aujourd'hui? Moi, je pense que le terrain de Dupont-Aignan, il est occupé quand même largement par Madame Le Pen. Je veux dire, c'est un souverainiste. Bon, oui. Alors, elle rajoute des choses, on en parlait tout à l'heure à l'instant, mais fondamentalement, je ne vois pas tellement quelle est sa marge de progression, sauf à prendre des voix à Madame Le Pen, mais sa marge de manœuvre est quand même relativement étroite. Et d'ailleurs, on parle des quatre principaux candidats. Quand on regarde les quatre, ils font 90%. Et fondamentalement, je crois que, en gros, le panel français est à peu près rempli par les quatre. Entre Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Fillon et Monsieur Macron, on a en gros une image de ce qu'est la France aujourd'hui, les 90%. Et donc les autres resteront fondamentalement marginaux dans cette affaire. C'est sûr? Est-ce qu'il n'est pas vraiment un vrai caillou dans la chaussure sur le chemin de François Fillon, Sophie Beauvais ou Jean Sainte-Marie? Il reste marginal, Nicolas Dupont-Aignan certainement, mais 4-5%. S'il y a une fébrilité aussi, je pense, autour de cette élection, c'est l'exemple de 2002. On a vu quand même qu'un petit quelque chose peut manquer à un candidat. Et il est certain que si Nicolas Dupont-Aignan arrive à faire 4 ou 5%, il va assez clairement quand même les prendre à François Fillon. Et ce sera les quelques points qui pourront manquer à François Fillon pour atteindre une marche de deuxième tour. Et cet exemple de 2002 doit rendre quand même fébrile, j'imagine, le camp des Républicains. Et même d'arriver quatrième, alors. Est-ce que c'est votre avis, Jérôme Sainte-Marie? Parce que quand on va dans tous les meetings, Public Sénat, évidemment, est présent pour tous les candidats, mais chez Nicolas Dupont-Aignan, on retrouve vraiment des anciens soutiens, partisans, sympathisants de François Fillon qui se sont écartés après les affaires, qui vont peut-être revenir, mais qui ne sont pas encore revenus. Oui, c'est tout ce que je souhaite à Nicolas Dupont-Aignan, si vous voulez, mais c'est... non, je veux dire, c'est pas que chacun joue sa... vous lui souhaitez. Non, mais je veux dire, chacun joue sa carte. Oui. En même temps, de fait... Mais c'était pour en arriver à quelque chose de moins agréable. De fait, c'était les points qui seront pris par Nicolas Dupont-Aignan manqueront au candidat principal de la droite. Et donc, il y a la possibilité aujourd'hui historique que la droite classique ne soit pas représentée pour la première fois
dans l'histoire de la Ve République au second tour. C'est déjà arrivé 2 fois à la gauche, on garde un mauvais souvenir. Donc là, ça pourrait arriver. C'est un vrai problème. Après, en plus, on ne vote pas spécialement, si vous voulez, non plus pour se faire plaisir. Ceux qui sont restés, les 18% qui sont restés auprès de François Fillon, certains sont certainement convaincus de sa probité absolue, etc. Mais la plupart, ils se disent, par rapport à ce qu'il représente en tant que valeur et en tant que programme, ce qu'on a plébiscité lors de la primaire, lui, on est sûr qu'il pourra l'appliquer. Alors, le dernier candidat est paradoxalement l'un des premiers, mais qui connaît un coup de mou sondagier dont on n'a pas encore parlé, c'est Emmanuel Macron. On a souvent dit, notamment aussi, qu'il avait un taux de friabilité de son socle qui était assez important dans les enquêtes. D'abord, est-ce que c'est encore le cas, Jérôme Sainte-Marie ? Oui, absolument. D'après, là, on a quand même je crois que c'est à peu près 60% seulement, entre 50 et 60% ça dépend des instituts, de ces électeurs qui sont absolument certains de leur choix. Alors, c'est un peu artificiel ce raisonnement-là, parce que comme il est au centre du dispositif partisan, forcément, son vote est compatible, beaucoup plus que d'autres, avec d'autres votes. C'est aussi pour ça que jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, on aura l'impression que son socle est au plus friable. Ce qui me frappe davantage, c'est le fait que depuis 2 semaines à peu près, il y a vraiment une décrue du vote Macron, qui pour l'instant n'est pas catastrophique, c'est 2 ou 3 points, c'est lié aussi aux petits candidats, mais c'est peut-être lié également au fait que, bon, il a été à la mode, si je veux dire, très tôt, et que maintenant, il est un peu moins, que ses prestations, comparer le meeting de Marseille de l'un et de Emmanuel Macron ou de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas tout à fait le même spectacle, et que là, vous avez donc effectivement, il peut se défaire. Mais ce qui le tient, à mon avis, j'insiste toujours sur le même... Soyez cohérent avec vous-même. Je tape toujours sur le même clou, au fond. Eh bien, c'est celui qui dépasse, généralement. Ce qui tient ensemble ces gens qui viennent de la gauche et de la droite dans le camp d'Emmanuel Macron, c'est bien une grande promesse. Et cette promesse, c'est effectivement que la France du oui, la France qui va bien, la France qui croit en la mondialisation, et en la France dans la mondialisation, c'est reconnu. Ces gens-là se sont retrouvés avec un immense bonheur. Malgré tout, vous notez qu'il pourrait, on va être très prudent, manquer de souffle dans cette dernière ligne droite. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Luc ? Ben oui, parce que c'est toujours le même problème. Il y a un changement d'ambiance. Et évidemment, quand vous êtes porté chaque fois, vous montez, puis brusquement vous apercevez que vous plafonnez et que vous fléchissez, c'est plus la même chose dans la tête. Par exemple, moi, ce qui m'a paru extraordinaire, c'est son affaire de service militaire. C'est-à-dire, il sort ça, il dit, premier dans son programme, il dit, je vais faire 60 milliards d'euros d'économie, et puis la semaine dernière, il nous sort une idée qui vaut 15 milliards. Là, on est dans la déstabilisation, on ne sait plus très bien qu'est-ce qu'il est exactement, qu'est-ce qu'il vaut. Et donc, il renforce un peu cette idée. Alors, vous savez que M. Sarkozy avait dit si la campagne électorale avait duré 1 semaine de plus, je passais. Et lui, oui, bien sûr, on sait bien que c'est un peu ridicule, mais c'est ce qu'il avait dit. Et peut-être que M. Macron pourrait dire si ça avait duré 1 semaine de moins, j'aurais été à ce moment président. Et donc, il y a un problème de timing qui tient au fait que l'ambiance a changé et que là, il ne sait peut-être pas très bien quelle est la meilleure attitude. Alors, il a renforcé un peu le caractère, je dirais, on voit dans son... Oui, exactement, et de la méthode. Oui. Je procéderai par ordonnance, j'irai vite pour bien montrer qu'il a l'air décidé, qu'il veut faire les réformes, alors qu'on lui reproche un peu une certaine fragilité. Mais il change de ton. Mais en même temps, peut-être ne réussira-t-il pas, j'en sais rien, à maintenir sa barre. Est-ce que c'est votre avis, Nicolas Boudot, puis Anne-Sophie Beauvais ? Oui, s'il est moins à la mode, c'est que c'est d'abord une question d'image, et on sent là qu'il y a un tassement de son côté, je lâche rien. Ouais. on sent qu'il y a un tassement chez Emmanuel Macron qui est très très net, et qui, pour moi, provient directement des 2 débats auxquels il a participé, où il est apparu finalement sans aucune espèce d'aspérité et sans capacité de proposer quelque chose de véritablement neuf par rapport aux autres. Et c'est ça qui explique pour moi ce petit tassement. La conclusion, Anne-Sophie Beauvais. Chacun va être un petit peu sur sa ligne de couloir. Moi, je parlais des programmes en démarrant avec Jean-Luc Mélenchon. Si ces derniers 15 jours pouvaient nous recentrer un petit peu sur les programmes de chaque candidat, ce serait sans doute une très bonne chose, que moi, j'aurais des vraies questions à poser à Emmanuel Macron, notamment sur cette question du multiculturalisme qui me tient à cœur et sur laquelle j'avoue que je n'ai absolument pas compris sa position. On a à Marseille, il égrène toute une série de nationalités pour célébrer après les Français et la France. Et il nous dit en même temps qu'il est contre le multiculturalisme. Et je pense qu'on peut pointer dans le programme, enfin en tout cas dans
les positions d'Emmanuel Macron, plusieurs comme ça ambivalences qu'il serait intéressant de lever. Il serait intéressant de pousser Marine Le Pen sur cette question de l'euro un petit peu plus loin. Il serait intéressant de pousser François Fillon un petit peu plus loin aussi sur une série de questions. 35 heures, passage aux 39 heures, comment il envisage de le faire sans contrepartie, etc. Donc si on pouvait les pousser tous un petit peu plus vers leur programme, leurs contradictions, les ambivalences qui restent, cette campagne, évidemment, y gagnerait, à mon sens, beaucoup. Et le faire, pour conclure, Jérôme Sainte-Marie, durant ces 13 derniers jours. C'est là qu'il faut que tous décident. Je suis intimement persuadé, par mon activité, que tous les Français se posent actuellement les questions que se pose Anne-Sophie Beauvais. Et qu'effectivement, ils essayent de deviner à peu près quelle sera la politique qui sera menée par les uns ou par les autres, et que donc c'est justement ce qu'ils perçoivent qui leur plaît ou leur déplaît. Bien justement, regardez pour Emmanuel Macron, le fait de faire une super loi à l'économie par ordonnance, ça plaît beaucoup à certains, ça déplaît beaucoup à d'autres. Eh bien, nous verrons tout ça à l'épreuve des faits et des urnes. 13 jours, 11 candidats, un quatuor. Merci à vous. Merci pour votre analyse. La suite de votre émission et cette question, toujours évidemment, sur la campagne. Que se passe-t-il dans le secret de l'isoloir? Sur quels principaux critères vont se déterminer les Français? Qu'est-ce qui compte le plus à leurs yeux pour voter en faveur d'un candidat plutôt que d'un autre dans cette campagne si particulière? Eh bien, sur ce sujet, le match des idées opposera dans quelques instants le démographe et historien Hervé Lebras à Anne Levade, juriste et professeur de droit public. A tout de suite, on vous attend. J'ai passé ma vie à défendre la gauche. Ce pays, il est à 60 balais. Il m'a fallu 2 banques et un prêt privé pour m'acheter mon appartement. On va perdre des élections et j'aurai quoi? Rien. J'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. J'ai saisi une reconnaissance de dette signée par Pierre Bérégovoy pour le 1 million de francs. Or, cette somme n'apparaît pas dans le dossier de la succession de Pellat. On peut donc parler de dissimulation d'actifs. On va tenter de nous saloper à travers Pellat. La droite n'a pas pardonné ton discours d'investiture, la feuille que t'as brandie à l'Assemblée, des noms. Je suis d'accord, j'ai fait une connerie. C'est ça qui vont me faire payer. Pour essayer. Mes amis m'ont trahi. Mon parti m'a abandonné. Je suis un homme mort. Un homme d'honneur, samedi à 22h30 sur Public Sénat. Événement. Demain dans Territoire d'Info, votre matinale d'information tournée vers les territoires, Emmanuel Macron, candidat du mouvement En Marche à l'élection présidentielle, sera l'invité de Cyril Viguier. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct, c'est votre émission On va plus loin pour continuer à décrire, à tenter en tous les cas de saisir toutes les incertitudes autour du vote dans 13 jours. Que va-t-il se passer dans le secret de l'isoloir? Que vont privilégier les Français? On va insister aussi sur la France qui souffre, la France inégale qui va aller voter ou pas. On en parle avec nos invités ce soir. Anne Levade, bonsoir. Bonsoir. Juriste, professeur de droit public. Nous accompagne Hervé Lebras, bonsoir. Bonsoir. Historien, démographe. Je présente également votre livre Malaise dans l'identité, notre identité ne peut être que dynamique. Je voudrais d'abord vous faire réagir simplement de manière générale et large, Anne Levade, à ce paysage inédit. On en parlait tout à l'heure, un quatuor, un match à 4, un peloton de tête qu'on n'a quasiment jamais eu à 4 dans ce mouchoir de poche. Non, on l'a jamais eu, mais on n'a jamais non plus été dans, je crois, l'état d'esprit, si on peut qualifier ainsi l'état de l'opinion qu'on rencontre cette année. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des mois qu'on le dit, qu'il y a à la fois une appétence pour quelque chose d'autre, de nouveau, ce qui d'ailleurs explique qu'il y ait aussi des candidats qui fassent soit campagne différemment ou qui aient émergé par des biais divers. Je pense évidemment à Emmanuel Macron ou carrément un candidat comme Jean-Luc Mélenchon qui propose de mettre à bas la Ve République et une forme de révolution. Et puis peut-être aussi, on n'a jamais eu autant de médiatisation, de sondages, d'instantanéité, avec sans doute une plus grande liberté de ton à l'égard de certains partis. Je pense notamment au Front National, dont on disait souvent que les électeurs n'osaient pas dire qu'ils voteraient pour lui. Et là, on voit bien que des digues ont cédé sur ce terrain-là. Vous êtes d'accord, Hervé Lebras, par tous les aspects décrits par Anne Levade, c'est une campagne déroutante, inédite, singulière? Oui, mais je pense qu'en arrière-fond, c'est aussi la première fois
que le Front National arrive avec un score aussi élevé. Le plus haut était en 2002-2012, 18%. Et ça change beaucoup de choses. Parce que ça fragilise au fond, ça fragilise à la fois la droite et la gauche. Il s'en peut de très peu pour que l'on puisse basculer d'un côté ou de l'autre. Et je crois que c'est quelque part, ça pose une question sur, au fond, même l'élection du président de la République, je pense, mais Anne Levade connaît mieux ça que moi. Je pense que une partie de la Constitution française et des mœurs politiques françaises fonctionnent sur une opposition et une majorité. Et que l'intervention d'un gros morceau comme troisième parti fausse le jeu à des tas d'endroits. Par exemple, ça le fausse aussi dans tout ce que seront les duels au moment des élections législatives, avec ces reports qui risquent d'ailleurs de fabriquer des majorités qui ne correspondent absolument pas aux majorités d'opinion. Donc il y a quelque chose il me semble qu'on n'a pas assez analysé, qui, je ne suis pas du tout pour du genre 6e République, mais je crois qu'il faudra réfléchir vraiment à nos procédures parce qu'elles sont impactées par, au fond, ce qu'on appelle parfois maintenant le tripartisme. C'était pour le bipartisme. On a une spécialiste, justement. Oui, alors, avant de réagir sur les procédures, ce qui est sûr, c'est que si on en croit les sondages, l'absolue certitude dans laquelle on serait aujourd'hui d'avoir Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, forcément modifie la donne. Parce que du coup, et c'est d'ailleurs là-dessus que beaucoup comptent maintenant depuis des mois, ce serait, nous disent-ils, l'absolue certitude aussi de gagner la présidentielle. Donc c'est vrai qu'il faut à tout prix se qualifier en deuxième position, puisque tout semble indiquer que Marine Le Pen pourrait être en tête, pour être sûr en réalité de gagner, ce qui déjà à soi seul est un peu un paradoxe, parce que arriver deuxième normalement au premier tour ne garantit pas d'être premier au deuxième tour. Alors après, la question des procédures, à titre personnel, non seulement je ne suis pas favorable au passage à une 6e République, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce que je pense toujours que quand on... Non, mais je l'ai bien entendu. Mais ça semble séduire une partie quand même de la population. Ça fait longtemps, je crois que l'élection pendant laquelle tous les candidats avaient dans leur besace, si j'ose dire, une proposition de révision constitutionnelle, c'était celle de 2007. Et comment vous l'expliquez, Anne Levade? On a envie d'un changement, en fait, même si on ne sait pas vraiment ce que peut représenter cette 6e République, on veut une bouffée d'oxygène dans nos institutions. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a d'abord un tropisme français, si ce n'est pas une pathologie française, c'est que les Français adorent changer de constitution. On est le pays au monde qui en a eu le plus grand nombre. On en a eu 15 en un peu plus de 200 ans. Aucun pays au monde n'a eu un tel activisme constitutionnel. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on cherche toujours la constitution idéale. Ce qui n'existe pas. Beaucoup d'États qui sont beaucoup plus pragmatiques se contentent de constitutions qui fonctionnent. Idéale, ce serait sans doute formidable, mais celle-ci marche, donc gardons-la. Et c'est vrai que la Constitution de 1958, jusqu'à ce jour en tout cas, peut-être que la prochaine élection va me démentir, mais n'a pas dysfonctionné. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais retrouvé dans une situation de blocage institutionnel, comme on avait pu le connaître par exemple sous la 3e ou la 4e, avec des gouvernements qui n'arrivaient plus du tout à gouverner. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que tous les projets, malgré tout, de 6e République, à l'exception peut-être, je le concède, de celui de Jean-Luc Mélenchon, tous les projets de 6e République conserve comme un acquis démocratique absolument immuable l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Alors je ne suis pas en train de dire du tout qu'il faudrait l'abroger, mais en réalité c'est de là que vient toute la structuration de notre régime et notamment ce fameux duel de l'élection présidentielle. Oui, enfin je pense aussi que le passage à 5 ans, ce qu'on appelle aussi l'inversion du calendrier, ont assez profondément transformé. Donc on sort quand même de 2 quinquennats qui n'ont pas pu être doublés et avec des majorités très en phase avec le président de la République, qui était, je pense, pas totalement l'esprit qu'on avait eu. Est-ce qu'on peut ajouter qu'il va y avoir un renouvellement majeur et un rajeunissement également d'ampleur qui se profile au Parlement avec la loi sur le non-cumul des mandats? Ça va, pour ces législatives, ça va être un changement majeur quand même. Oui, c'est surtout parce qu'il apparaît qu'un certain nombre d'élus préfèrent leur mairie au mandat de député. Donc effectivement, on aura aussi un renouvellement majeur en fonction du résultat. Si jamais c'est Macron qui l'emporte, il se peut très bien qu'il y ait une forte minorité ou une majorité de En Marche qui seront pour beaucoup des personnalités nouvelles.
En tous les cas, on a l'impression qu'avec le surgissement, puisque vous en parliez, Anne Levade, de Jean-Luc Mélenchon, que le clivage gauche-droite est revenu, alors que certains avaient dit non, regardez, il est en train de disparaître. On va écouter les propos d'Emmanuel Macron, mais je précise que c'était au début de sa campagne, puisqu'il parle beaucoup moins, le candidat d'En Marche, de ce clivage en ce moment. Je ne vous dis pas que la gauche et la droite, cela ne signifie plus rien, que cela n'existe plus, ou que c'est la même chose. Mais ces clivages, dans les moments historiques, sont-ils indépassables? Pour s'émouvoir au grand discours sur l'Europe de François Mitterrand, quelques semaines avant sa mort, fallait-il être de gauche? Pour éprouver de la fierté lors du discours de Jacques Chirac au Veldiv, fallait-il être de droite? Voilà, meeting de Lyon il y a quelques mois, je vous vois sourire. Pourquoi? Non, c'était prémonitoire sur le Veldiv. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que je souriais. Le surgissement de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il montre, au contraire de ce qui est dit, même si évidemment Emmanuel Macron a ses scores toujours élevés dans les sondages, qu'il y a quand même une envie finalement d'un clivage gauche-droite, une envie d'un candidat de gauche aujourd'hui? Alors, au moment où on en est, moi je me demande si Jean-Luc Mélenchon est perçu comme un candidat de gauche, c'est-à-dire comme l'incarnation de la gauche, ou comme l'incarnation d'une forme de renouvellement total, c'est-à-dire dans la manière de faire les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que droite-gauche, finalement, ça a été beaucoup plus présent dans la période des primaires, ne serait-ce que parce que chacun des camps a eu sa propre sélection de son propre candidat, et que donc, en toute logique, le candidat de la gauche devrait être Benoît Hamon. Et d'ailleurs, la ligne qu'il a adoptée pendant la campagne à l'intérieur de la primaire avait fait dire qu'il était parmi ceux, sinon celui qui était le plus à gauche de tous les candidats à la primaire de la gauche. Et donc, le fait que ça se déplace vers Jean-Luc Mélenchon me laisse penser, mais c'est de l'ordre de l'intuition, que peut-être c'est révélateur d'autre chose, c'est-à-dire d'une volonté de renouvellement plus que de retour à droite-gauche. Je pense que, je l'ai plusieurs fois écrit, que la droite et la gauche existent au niveau de l'opinion. Les personnes savent qu'elles sont de droite ou qu'elles sont de gauche. Simplement, au niveau de la classe politique, on ne voit plus très bien clairement qui est vraiment de droite, qui est vraiment de gauche. Vous dites Mélenchon est de gauche. Oui, d'une certaine manière, mais il a des aspects souverainistes qu'on pourrait classer relativement aussi à droite. Donc, quelque part, au fond, il y a cette dissociation et les électeurs, j'ai l'impression, sont plus sensibles, non plus au fait que le candidat soit de droite ou de gauche, mais à la personnalité du candidat. Et très clairement, on le voit avec Mélenchon, mais on le voit même de façon mineure avec Philippe Poutou, qui tout d'un coup arrive à 2% de façon assez étonnante, mais qui est très bon à l'écran. Donc vous aussi, parce que c'est le débat que nous tenions tout à l'heure, c'est la question que je posais à mes invités, est-ce que c'est une campagne où la personnalité du candidat, on a tous en mémoire, on a écouté ce qu'a dit hier François Fillon, son meeting porte de Versailles, Anne Levade, qui a dit ne m'aimez pas en fait, soutenez-moi, mais je vous demande pas de m'aimer. C'était quand même assez frappant de dire ne votez pas pour moi parce que vous allez adhérer à ma personnalité, mais choisissez mon programme. Mais je crois que le propre de l'élection présidentielle, en France depuis toujours, c'est quand même, De Gaulle disait la rencontre entre un homme et un peuple, mais c'est vrai qu'il y a cette dimension personnelle qui est quand même très importante et qui fait que quand on votait pour Mitterrand ou pour Chirac, on votait aussi pour quelque chose que dégageait, j'allais dire, cette figure potentiellement présidentielle. Ça, je pense qu'on ne peut pas l'éliminer complètement. On va juste l'écouter, François Fillon, sa phrase précisément. Je ne vous demande pas de m'aimer, je vous demande de me soutenir, parce qu'il va dans l'intérêt de la France. Il ne s'agit pas de choisir un copain, il s'agit de choisir un président, et à travers lui, le destin que nous voulons offrir à la France. Elle est marquante quand même cette phrase. Oui, mais enfin c'est une attaque parce que c'est une attaque ad hominem contre Macron qui avait dit aimez-moi ou je vous aime. Bon, donc là, je crois qu'on est dans le jeu électoral. Je pense aussi que quelque part, les hommes politiques ont quand même dans cette campagne perdu encore un peu plus de leur crédibilité avec les affaires. Et donc quelque part.
on ne croit plus vraiment au programme. En plus de ça, on ne croit plus au programme parce qu'on a vu que lors des quinquennats précédents, ces programmes n'ont pas été appliqués, mais aussi ils ne pouvaient pas être appliqués la plupart du temps. Et de plus en plus, on se demande, il suffira d'une saillie de M. Trump pour que votre programme soit bousculé. Donc quelque part, je pense que c'est la raison pour laquelle on tente de percer quel est le caractère des personnes en présence, beaucoup plus qu'au fond le programme. Ensuite, on voit dans les journaux sérieux les chiffres affichés pour les nouveaux impôts, pour les nouvelles dépenses, qui sont très souvent faramineux. Donc on est aussi entré dans un domaine où les promesses sont assez inconséquentes. Mais si, comme une petite souris, on va se glisser dans le secret de l'isoloir, c'est ce que je disais Anne Levat-Chacun, j'allais dire, face à sa conscience pour mettre le bulletin de vote dans l'urne. Est-ce que cela aussi, à un moment, le programme ne va pas prendre le dessus? Chacun y voit ses intérêts, les intérêts pour ses enfants, la peur du déclassement, ce que vous décrivez également, Hervé Lebras, le malaise dans l'identité. Est-ce que tout cela ne va pas surgir au dernier moment, se dire, bon, la personnalité c'est sympathique, mais enfin, qu'est-ce qu'il va nous apporter ou qu'est-ce qu'elle va nous apporter pendant 5 ans? Non? Je pense, alors, j'arrive... Pardon. J'allais dire, j'arrive pas à mesurer le degré de maîtrise ou de connaissance que les uns et les autres, en tant qu'électeurs, peuvent avoir des programmes des différents candidats. Le débat à 11, par exemple, auquel on a assisté il y a quelques jours, est là-dessus assez révélateur. Il y avait quand même des points de convergence qui étaient assez nets et parfois des binômes ou des trinômes assez improbables, où les uns disant « Ah mais ça là-dessus, je suis d'accord », etc. En fait, le grand clivage, c'était sur la question européenne, dont on a comme souvent peu parlé. Mais après, sur beaucoup d'autres sujets, on voit bien qu'il y a des points de rapprochement. Donc je ne sais pas si cet élément-là est aussi déterminant. Moi, je croirais plus, une fois effectivement dans l'isoloir, au réflexe, j'allais dire, justement, droite-gauche. C'est-à-dire le sentiment que peuvent avoir les uns ou les autres, derrière l'agacement, etc., peut-être derrière la personnalité. La phrase de François Fillon d'hier, moi, je la vois aussi comme une manière de répondre à ceux qui trouvent qu'il est finalement beaucoup plus calme, presque froid, que ne pouvaient l'être ses prédécesseurs. Le côté « aimez-moi » ou « je vous aime », c'était aussi un peu des déclarations à la Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est quelque chose, en termes de personnalité, qui ne correspond pas à François Fillon. Donc je pense que c'est pour ça qu'il surjoue en quelque sorte le raisonnable et raisonné. Mais je me dis que peut-être dans l'isoloir, les gens peuvent se dire « Ah, quand même, je suis de gauche, je ne peux pas voter pour un tel, ou je suis de droite, je ne peux pas voter pour un tel. » C'est pas exclu. Ceci dit, il y a un choix qui est quand même très certainement, pour ce qui est de la gauche... il n'y a pas de grosse différence entre Mélenchon et Hamon. Et quand on dit qu'il y a un fort taux d'indécision pour les deux, ce taux d'indécision porte, oui, pour l'un ou pour l'autre, très largement. Si on les mettait ensemble, le taux d'indécision fondrait. Mais je crois aussi que dans la question des programmes, il y a eu, vous l'avez dit, il y a eu ces programmes gigantesques. Je me souviens, Le Maire est arrivé avec 1000 propositions. Qui a regardé ces 1000 propositions? Et puis, derrière les programmes, il y a les experts. Et il y avait récemment dans Le Monde, je crois, un article qui montrait bien que la foi dans les experts a beaucoup décru, particulièrement dans les économistes. Donc, mais si on entreprend maintenant un voyage cartographique, vous le faites très souvent à travers la France, qui souffre, celle qui est vraiment traversée par les inégalités, Hervé Lebras, vous dites souvent qu'il n'y a pas d'automatisme du vote entre des régions en souffrance et le vote FN. Bien sûr, il y a un effet miroir souvent, mais pas d'automatisme cette fois-ci aussi. Alors, le vote FN est quand même très régional. Il reste très régional. Dans un livre que j'avais fait il y a 2 ans, j'avais mis 21 cartes du vote FN de 1984 à maintenant. Elles étaient toutes pareilles. Et d'ailleurs, mon éditrice m'avait dit, mais mettez-en seulement 3. Et c'était le fait d'en mettre 21 qui était frappant. Et je prendrais les paris qu'on va voir la même carte réapparaître, c'est-à-dire des forts votes FN dans toute la barrière nord-est, dans toute la bande nord-est de la France, et puis sur une large bande méditerranéenne, et puis un peu la moyenne vallée de la Garonne. Et c'est effectivement les régions, et je l'avais montré à plusieurs reprises, qui souffrent le plus. C'est là que le chômage est le plus important, c'est là que les jeunes sont le moins diplômés, c'est là que les inégalités locales sont les plus grandes, c'est là qu'il y a le plus de familles monoparentales. Il y a vraiment une accumulation. Mais ça ne veut pas dire
que ce sont ces pauvres-là, les gens qui sont le plus dans la peine. Oui, c'est ça que je vous demandais. Non, non, il y avait un très bon travail qui vont forcément directement chez Marine Le Pen. Absolument, de Nona Mayer à Sciences Po a fait une très belle enquête où elle montre bien que c'est plutôt ceux qui sont à la frontière, c'est-à-dire ceux qui ont quelqu'un dans leur famille qui souffre, ou bien ceux qui craignent justement de tomber dans la trappe. Et c'est là, dans ces régions-là, qu'on en trouve le plus. C'est au fond assez largement des régions, je crois que le clivage majeur qui est en train d'apparaître, qui est presque un clivage psychologique, et que fait apparaître mon ami Jérôme Fourquet, c'est entre optimistes et pessimistes. Et Daniel Cohen aussi est en train de travailler là-dessus, l'économiste. Il montre que justement les régions dont je parle sont des régions où on exprime un profond pessimiste, et qu'au contraire, des régions comme au fond le Grand Ouest, comme peut-être des régions aussi où il y a ce malaise dans l'identité, l'un des thèmes qui a disparu un peu de la campagne présidentielle. Oui, le thème a disparu, mais vous savez, je suis très content qu'il ait disparu, parce que je suis cette histoire d'identité française, je la pense superflue et même nocive. Je pense que c'est plutôt... Et pourtant, vous lui consacrez un livre. Oui, justement pour tenter de la rayer de notre discours. Anne Levade, est-ce qu'il n'y a pas une angoisse aussi, des questions qui se posent sur l'identité sans que ce soit forcément une identité étriquée ni fermée ? Alors, je trouve que dans les toutes dernières semaines, ce débat, effectivement, sur l'identité... Alors, on parlait moins, d'ailleurs, d'identité. C'est notamment la primaire de la droite et du centre qui en a parlé à cause de l'identité heureuse d'Alain Juppé. Et puis après, c'est vrai qu'on a bien vu que le terme disparaissait. Il a beaucoup disparu aussi par rapport à 2007, où là, effectivement, il était extrêmement présent. En même temps, je pense que dans le débat, on voit quand même ponctuellement ressurgir des discussions, en utilisant d'autres termes, qui tournent autour des mêmes problématiques. Parce que derrière cette idée d'identité, si on la prend dans un sens large, finalement, il y a aussi une des manifestations de la crainte du déclassement. C'est-à-dire qu'on voit bien aussi tous les registres, tous les ressorts qui peuvent être utilisés. Mais finalement, moi, dans ce qui est en train de se passer, et notamment les 4 dont on parlait tout à l'heure, je me dis que peut-être le fait que les sondages montrent que les choses se resserrent autant au dernier moment, ça peut être, j'allais dire, une bonne nouvelle. C'est ramener les gens vers l'isoloir et vers les bureaux de vote. Parce que je crois que jusqu'à il y a quelques semaines, il pouvait y avoir une crainte très légitime à l'égard de l'abstention et un taux très élevé d'abstention. J'ai le sentiment que l'idée qu'il pourrait y avoir un vrai choix finalement au premier tour peut ramener la démocratie aux urnes. Voilà, évidemment. Ramener les gens aux urnes de manière plus efficace. Même si le taux d'abstention, alors mesuré, je ne sais pas comment... Voilà, exactement. Merci Anthony Baca pour ce débat et cette analyse. Merci à vous. À suivre dans l'émission, c'est l'entretien avec un grand amoureux des langues, Claude Agege, et c'est juste après le tour de l'actualité du jour. Moins de perturbations que prévu ce lundi en Guyane. Face à la mobilisation des opposants à la poursuite du mouvement, le collectif qui le pilote a finalement décidé d'assouplir la mesure, alors que François Hollande a appelé à la fin du blocage. Dans un courrier adressé aux parlementaires guyanais qu'il se dit prêt à recevoir à tout moment à Paris, le chef de l'État a déclaré que l'économie guyanaise ne doit pas être fragilisée plus longtemps. Voilà près de 3 semaines que la Guyane est touchée par un mouvement social marqué par des revendications sécuritaires, sanitaires et éducatives. Front National. Marine Le Pen dénonce une opération d'instrumentalisation politique. Hier, la présidente du FN a déclenché une polémique en affirmant que la France n'était pas responsable du Vel-d'Hiv. Des propos qui ont notamment fait réagir le candidat Jean Lassalle. Accablant, indigne. Ça me fait vomir. Mais franchement, si l'État n'était pas dans cette affaire, je me demande qui est-ce qui était. Et ce lundi, Israël a officiellement condamné les déclarations de Marine Le Pen. Déclaration. Il est considéré comme un petit candidat. Pourtant, François Asselineau, en meeting à Lille ce soir, prévient il sera l'une des surprises du premier tour. Surtout depuis le débat qui a eu lieu le 4 avril, eh bien, ma notoriété personnelle et celle du mouvement sont en croissance absolument verticale actuellement. Actuellement, nous enregistrons 250 à 300 adhésions par jour. C'est tout à fait considérable. Emmanuel Macron.
Après Alain Minc et Jacques Attali, le philosophe Bernard-Henri Lévy soutient à son tour Emmanuel Macron. Il l'annonce dans un texte publié dans sa revue La Règle du jeu. L'ancien ministre de l'économie lui fait penser à un doux mélange entre Kennedy et Alcibiade. Cet homme d'État de l'Antiquité grecque, disciple de Socrate, riche, séduisant et sans scrupules. Déclaration. Quel serait le premier geste symbolique de Jacques Cheminade s'il était élu? Le candidat à la présidentielle était l'invité de nos confrères de TF1. Le premier geste, ce serait de dire « je vais faire la séparation bancaire que François Hollande n'a pas fait bien qu'il l'ait promis ». C'est une mesure, ça. C'est une mesure, mais c'est un geste. Et c'est la première chose que je dirais en rentrant à l'Élysée. Et avec le crédit national qu'on pourra dégager, dans une conférence pour l'emploi, je vais créer la France du futur. Attentat. La Suède a observé 1 minute de silence pour les victimes de l'attentat au camion bélier commis vendredi. 4 personnes ont été tuées à Stockholm par un homme d'origine ouzbek qui affichait des sympathies djihadistes. Hommage aussi en Grande-Bretagne. La dépouille du policier poignardé à mort repose désormais à la chapelle du palais de Westminster. Un honneur normalement réservé aux dirigeants. Il a été tué par un Britannique converti à l'islam qui venait de faucher des piétons avec sa voiture sur le pont de Westminster. Et c'est l'heure à présent de la revue de presse. On va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens. Le Figaro, on en parlait tout à l'heure avec nos invités. Assemblée, le Big Bang de la loi sur le non-cumul. Les législatives conduiront un profond renouvellement, notamment dû au fait que nombre d'élus vont devoir faire un choix entre leur mandat parlementaire et puis leur fonction exécutive locale. Pour le Figaro, c'est un véritable renouvellement et un profond rajeunissement qui sera donc à l'œuvre bientôt. Les Échos, qui titre sur Jean-Luc Mélenchon, le nouveau risque français, l'ascension du leader de la France insoumise. Dans les sondages, brouille les cartes de l'élection et le scénario d'un duel Le Pen-Mélenchon n'est plus exclu et il fait monter les taux sur les marchés. Libération avec cette question sur l'argent, mais où passe l'argent? Meeting, QG, hologramme. Financer une campagne coûte évidemment cher et depuis l'affaire Big Malion, les comptes doivent être transparents évidemment. Et puis la Croix qui consacre sa une à l'inquiétude, l'exil, le calvaire des chrétiens d'Orient qui sont dans la tourmente après le double attentat qui a coûté la vie à 45 personnes en Égypte. La Croix fait le point sur la situation des communautés chrétiennes orientales. Voilà pour cette revue de presse et tout de suite, pour aller plus loin, c'est le grand entretien ce soir. Mon invité ce soir est un grand linguiste, auteur de très nombreux ouvrages, professeur honoraire au Collège de France. Pas honoraire, professeur au Collège de France. Eh bien, vous avez bien fait d'insister. Je vous en prie, installez-vous, Claude Ajache. Bonsoir. Merci, bonsoir. Et bienvenue. Merci. Vous publiez, vous n'avez pas laissé le temps de montrer le livre, je le fais. Les religions, la parole et la violence. On va bien sûr plonger dans votre livre, mais d'abord, je voulais vous faire réagir à l'actualité internationale et plus précisément au sort des chrétiens d'Orient. On vient de le voir avec la une de la Croix, qui sont poussés à l'exil à cause des exactions, des attentats. Vous qui vous intéressez aux langues, donc aux cultures, au peuple, leur départ est une mauvaise nouvelle, on imagine, pour le Moyen-Orient et sa diversité d'autrefois. Ils sont poussés à l'exil de quel pays? Alors, l'Irak, la Syrie, notamment. Et quelle est votre question? Est-ce que vous trouvez que c'est un manque, justement, par rapport aux cultures, par rapport aux différents peuples, par rapport à la diversité culturelle qu'ils incarnent? Le fait que l'on contraigne les gens à l'exil? Oui, monsieur. Évidemment, c'est un manque surtout par rapport au minimum de respect des droits civiques et de l'humanité la plus élémentaire, et surtout par rapport au fait que des gens qui vivent dans un pays donné, où ils sont nés, où fréquemment ils ont fait leur carrière, où ils ont leurs biens et leur famille, soient contraints de le quitter parce que ce pays avec lequel ils ont une espèce de coïncidence, de relations passionnelles, d'amour, eh bien, devient pour eux une prison ou un endroit redoutable dans lequel ils risquent leur vie. Par conséquent, mettre les gens dans la situation de considérer le lieu auquel ils sont attachés par leur fibre les plus profondes en situation de devoir le quitter pour ne pas mourir, eh bien c'est une situation, c'est une contrainte totalement inhumaine et inacceptable aux yeux de n'importe quelle idéologie, quelle qu'elle soit. La langue qui fait leur unité à ces chrétiens d'Orient, c'est l'araméen. C'est une langue menacée d'extinction aujourd'hui. Non, l'araméen n'est pas menacé d'extinction. L'araméen est la langue dans laquelle Jésus s'exprimait. Oui, car et quand aujourd'hui Jésus est né,
Lui et ses disciples ne parlaient plus l'hébreu, qui était une langue morte depuis le retour d'exil de Babylone, après en moins 591, moins 538. Par conséquent, depuis 500 ans au moins, l'hébreu était une langue morte, devenue une langue liturgique ou une langue purement sacrée. L'araméen était la langue de communication quotidienne. Eh bien, aujourd'hui, cette langue, on l'appelait le syriaque à l'époque. Aujourd'hui, on l'appelle l'araméen, est encore parlé dans les petits villages, sur les bords de l'anti-Liban. Très bien. Au Liban et en Irak. Alors, expliquez-moi pourquoi des historiens et des linguistes, mais certainement pas de votre niveau, donc à travers le monde, veulent enregistrer les dernières personnes parlant l'araméen, parce qu'il faut garder, disent-ils, des traces, les dernières traces. Ils s'inquiètent pour rien? Je ne sais pas sur quoi ces linguistes se fondent, et je vous dirai la chose suivante. Ils n'auraient raison que si les dernières personnes auxquelles ils parlent sont des personnes âgées, sur le point de mourir, et qui ne transmettent pas. Il y a encore aujourd'hui des jeunes qui parlent l'araméen? Là, le signal de la mort d'une langue, c'est le défaut de transmission. Lorsqu'une langue n'est plus transmise, alors c'est le début de la mort pour elle. Mais à ma connaissance, dans les familles araméennes, les grands-parents aux parents et les parents aux enfants transmettent la langue, et par conséquent, autant que je sache, d'après les enquêtes que j'ai faites sur l'anti-Liban il y a une dizaine d'années, l'araméen est encore parlé, c'est une langue minoritaire certainement, elle n'a pas la diffusion mondiale, ou disons proche orientale qu'elle avait autrefois, mais c'est encore une langue vivante et on ne peut pas la considérer comme morte. C'est une bonne nouvelle alors. Mais combien de langues disparaissent chaque année? Hélas, je dis dans un de mes ouvrages, dans Halte à la mort des langues, qu'il en meurt 25 tous les ans. Ce qui fait que au XXIe siècle, eh bien, les 5 à 6 000 langues qui restent aujourd'hui encore vivantes seront réduites soit à 2500, soit à 3000. En d'autres termes, la mort des langues est un phénomène extrêmement redoutable. Je ne sais pas si vous allez, chère Sonia, m'interroger aussi sur ce qui est une compensation à cette mort. Il y en a une. Je réponds à une question que vous ne posez pas. La compensation... Mais c'est très bien. Mais vous pouvez allez-y, poser toutes les questions. Vous pouvez y aller comme ça. C'est la naissance d'autres langues. Et les langues les principales qui naissent, ce sont des créoles. C'est-à-dire sur les marchés africains, sur les marchés du nord-est de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, on a un certain nombre de populations qui parlent des langues opaques les unes aux autres, et pour qu'elles puissent vaincre cette opacité et communiquer, eh bien, elles génèrent elles-mêmes des pidgins qui ensuite deviennent des créoles, exactement comme en Afrique. Donc, la mort des langues est compensée sans être malheureusement complètement rattrapée par la naissance d'un certain nombre de langues. On va parler, évidemment, on va plonger dans votre livre, Claude Agege, mais d'abord, la langue, c'est aussi une arme redoutable, une arme politique. Quand vous entendez, de loin peut-être, je ne sais pas si vous suivez régulièrement les débats, les discours, les meetings des candidats à la présidentielle française, est-ce qu'il y a vraiment des candidats qui savent la manier de manière vraiment presque exceptionnelle, cette langue? De quelle langue vous parlez? La française, plutôt pour les candidats à la présidentielle française, ça aide de parler français. Ben, écoutez, ceux qui sont le plus cultivés... et ceux qui ont le plus de talent d'orateur, j'ai cru comprendre, M. Mélenchon, par exemple, a un certain talent d'orateur. Il a une parole efficace, il sait parler. Les autres ils appartiennent tous. Hein. Les candidats et candidates présents actuellement n'appartiennent pas aux classes défavorisées de la population. Ce ne sont pas des gens d'origine extrêmement modeste et humble. Et par conséquent, ils ont tous, y compris Mme Le Pen, une appartenance de moyenne bourgeoisie, ou même de mieux que moyenne bourgeoisie, de pays dans lesquels les parents ont des livres qu'ils ont pu lire. Donc ce sont des gens... Ils ne sont peut-être pas immensément cultivés, mais ils ne sont pas incultes. Leur français, autant que je sache, est un français à peu près correct. On peut y relever un certain nombre de tournures fautives, mais je ne suis pas ici pour relever les tournures fautives des candidats. Est-ce qu'ils défendent, c'est pas ma question, est-ce qu'ils défendent suffisamment notre langue? Et plus largement, est-ce qu'on défend tous? Le français n'a pas besoin d'être défendu, mais promu, chère Sonia. Est-ce qu'on en fait suffisamment la promotion, alors, puisque vous voulez me reprendre à chaque mot ce soir? Non, mais ne disons pas défendre. Le français n'a aucun besoin qu'on le défende. Est-ce qu'il est suffisamment mis en valeur et promu? Voilà. Eh bien alors, vous pouvez me répondre maintenant, je vous ai posé la bonne question. Elle se fait à travers l'éducation, à travers l'enseignement, depuis les plus petites étapes de la vie de l'enfant, de l'histoire du français, de sa destinée, de tout ce qui a fait sa puissance, sa diffusion européenne puis mondiale. Elle se fait également à travers la lecture des meilleurs ouvrages, ceux du passé, ceux du présent, écrits dans une langue en général considérée comme une langue de haut niveau littéraire. Elle se fait également par la qualité des enseignants et des personnes avec lesquelles les élèves sont mis en contact. Donc, au moins pour ces trois raisons, qui toutes plus ou moins reviennent à l'école et au milieu scolaire, ainsi dans une certaine mesure qu'au milieu familial, l'enseignement d'une langue comme le français, ou d'autres grandes langues de l'humanité aujourd'hui, a tout profit à tirer d'une très sérieuse prise en considération de l'éducation. On va parler plus précisément de votre livre, Claude Agege. Depuis toujours, vous avez évidemment la passion des langues, de les comprendre, mais vous êtes aussi traversé par un autre questionnement majeur, important. D'où vient donc le besoin qu'ont les êtres humains de croire en un Dieu? En effet, j'ai cette interrogation depuis longtemps.
bien que ma plus grande passion soit, depuis la toute petite enfance, l'amour des langues. Mais j'ai aussi cet intérêt-là. Pourquoi? Pour une raison très simple qui est personnelle, c'est que j'ai eu des parents merveilleux, que je continue à pleurer et à regretter. Mes parents m'ont appris énormément de choses sur les religions, mais ils ne m'ont transmis aucune foi. Alors que la majorité des parents, un parent chrétien, un parent juif, un parent musulman, considèrent qu'un tout petit enfant doit être le réceptacle d'une transmission de leur foi. Alors que l'enfant ne peut pas choisir. L'enfant devrait pouvoir choisir une foi, une religion, non pas parce que ses parents la lui ont systématiquement enseignée, mais quand il est adulte ou préadolescent et adolescent, ce qui n'est pas le cas de la majorité. Moi, j'ai eu de la chance, donc je m'intéresse aux religions et je ne crois à aucune, évidemment, puisqu'on ne me les a pas enseignées. Et vous dites dans votre livre que les religions auraient dû avoir pour vocation de réunir les hommes avec un grand H, évidemment, de répondre à leurs angoisses et de ne pas attiser, au contraire, comme on le voit, les haines aujourd'hui. En effet, merci de cette question. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je vous en prie, je suis heureuse que celle-ci vous convienne. Elle me convient tout à fait. Pourquoi est-ce que je dis cela? Pour une raison très simple, c'est qu'elles ont un point commun. Leur point commun, c'est de rassurer les communautés humaines en essayant de réduire leur angoisse. Cette angoisse elle-même, d'où vient-elle? Eh bien, elle est suscitée par l'inquiétude ou la détresse même devant l'inconnaissable. Le fait qu'en dépit des progrès de la science, il y a des pans entiers du monde, de l'univers qui nous échappent, dont nous n'avons aucune explication. Les religions arrivent avec une sorte d'explication, elles donnent la clé de ces mystères. D'autre part, les religions sont aussi, comme vocation, elles ont celle d'apaiser les angoisses devant l'existence du mal. Pourquoi y a-t-il du mal? Pourquoi y a-t-il des guerres? Pourquoi y a-t-il des gens qui s'entretuent? Les religions nous donnent une sorte de clé de tout cela. Cependant, j'ajoute, chère Sonia, quelque chose de capital. C'est vrai pour les trois grands monothéismes de l'Occident, c'est-à-dire judaïsme, christianisme, islam. Je traite longuement dans mon livre aussi, et je crois que sur ce plan, il est unique parce que personne ne traite aussi ces religions. Il y a beaucoup de bouquins en dehors du mien qui traitent des trois monothéismes, mais aucun qui traite aussi du confucianisme, du shintoïsme, du bouddhisme, du brahmanisme. Je traite de tout cela. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que dans ces religions, il n'y a pas du tout de promesse d'une vie éternelle. Il n'y a pas du tout de clé d'explication de l'univers, à condition que l'on croit en un Dieu transcendant. Il y a encore moins quelque chose qui est propre au christianisme, c'est-à-dire un être qui naît d'une vierge et de nature divine et ressuscite après sa mort. Choses qui sont totalement incroyables sur le plan scientifique. On ne peut croire que par un acte de foi. Il est évident qu'aucun catholique, même ceux qui ont peu de culture, ne va dire que ce sont des vérités scientifiques, que c'est la vérité révélée sur la destinée de Jésus. Donc tout cela n'existe pas du tout dans les régions de l'Extrême-Orient. En revanche, ce qui existe, c'est, chez le Bouddha surtout, quand il quitte son palais, où il vivait de manière extrêmement luxueuse, il découvre que le monde, ce sont trois malheurs, la maladie, la vieillesse et la mort. Et je traite du transhumanisme parce que le transhumanisme, qui a rien à voir avec ce bouddhisme, eh bien lui aussi, il veut essayer de résoudre les mêmes choses. La maladie, la vieillesse et la mort. Et c'est un point commun, là, qu'on découvre entre ces religions, qui est vraiment frappant. Et vous consacrez également, Claude Agege, une partie de ce livre, c'est important, à la relation entre la parole et les textes religieux. C'est l'un des éléments fondamentaux, car tout est une question d'interprétation, finalement, de ce texte religieux. Tout dépend de ce qu'est la transmission. Elle peut se faire par la parole orale, elle peut se faire par la parole écrite. Elle a commencé toujours par être orale. Dans le cas du judaïsme, c'était Moïse au début, et Moïse avait cette particularité étonnante, il était affligé d'une infirmité, il était bègue. Et il demande à l'Éternel, il lui dit, tu seras mon porte-parole auprès des Juifs, et il lui dit, de grâce, mon Seigneur, ne me chargez pas de cette responsabilité, j'ai la bouche lourde, les lèvres lourdes. Bon. Jésus, on ne sait pas grand-chose, il devait être relativement éloquent. Mohammed était très éloquent. Il disait lui-même, Inni afsahul arab, je suis le plus éloquent des Arabes. Il avait donc une sorte de capacité rhétorique, il savait convaincre. Tout ça, c'est la parole. Mais après, tout cela doit être transcrit en un texte. Le même Mohammed que je viens de citer, citait le judaïsme et le christianisme comme étant les religions de Ahlul Kitab, c'est-à-dire les gens du livre. Il a voulu qu'il y ait un livre aussi. En d'autres termes, il y a ces deux versions, une version orale qui est directe, qui est celle de la communication sans intermédiaire, et une version écrite qui est celle des ouvrages que nous lisons aujourd'hui. Même chose pour les religions de l'Extrême-Orient, bouddhisme, Confucius, enseigné. Oui, c'est ce qu'on voit. On voit cette trame commune et c'est frappant dans votre livre. Claude Agege, comment on décide, comme vous l'avez fait, de consacrer une vie à la langue, aux langues? D'où vous vient cette passion depuis toujours? Et d'où vous viennent les passions pour l'homme que vous aimez ou pour les choses que vous aimez faire? Non, moi je ne suis pas votre invité. Par exemple, la radio. Vous écrivez les livres sur cela. Les passions que vous a-t-on appris, notamment, je crois que vous êtes né en Tunisie, à Carthage. Est-ce que votre passion des langues, de la langue, vient de là, de vos parents? Depuis ma toute petite enfance. Mes parents, étaient un milieu cultivé, très cultivé, mais c'était des musiciens professionnels. Je suis donc violoniste, je fais encore de la musique et je donne même des concerts avec mon quatuor tous les ans. Mais ça, c'est une autre partie de mon éducation. Mon éducation sur le plan des contenus culturels, je dirais, eh bien, c'est celle d'un milieu bourgeois éclairé dans lequel on a respecté mes passions.
Je demandais à mes parents de m'acheter non pas des jouets qui n'avaient pour moi aucun intérêt, même petits, à 5-6 ans, mais des grammaires et des dictionnaires. À 5-6 ans, je ne sais pas vous demandiez des dictionnaires. Mais oui, mais j'adorais ça. Ah, vous étiez particulier depuis tout petit. J'étais un enfant fou, ils m'ont montré un psychologue pour savoir si j'étais fou. Plus sérieusement, Claude Agege, la langue ne sert pas seulement à communiquer. Très sérieux. Je le vois bien, je le vois bien dans vos yeux. La langue ne sert pas seulement à communiquer, mais c'est le plus important pour les parents qui nous écoutent, mais à penser. Donc si on parle plusieurs langues, on incarne une forme finalement de dialogue des cultures, parce qu'on pense plusieurs cultures à la fois. Est-ce que c'est le cas ? Je pense que non. Merci pour cette question qui m'intéresse beaucoup. Ma réponse est non. Mais un non souple, pas radical. S'il était vrai que l'on pensait à plusieurs choses différentes en fonction des langues différentes que l'on parle, il y a un exercice aussi vieux que le monde et qui fait vivre un certain nombre de gens aujourd'hui qui serait du même coup absolument impossible. Cet exercice, c'est la traduction. À partir du moment où vous admettez qu'on peut traduire n'importe quoi en n'importe quoi, n'importe quelle langue en n'importe quelle autre langue, à ce moment-là, vous devez reconnaître qu'il n'est pas vrai que les langues façonnent notre pensée au point de les rendre les unes aux autres imperméables. Très bien, c'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit. D'ailleurs, on peut se rejoindre. Vous avez dit que c'était un non souple. Peut-être qu'il y a un proverbe arménien qui peut résumer ce que vous dites. Peut-être que là, vous n'allez pas me contredire. C'est autant tu connais de langues, autant de fois tu es. Tu es un homme. Ou un homme avec autant de langues, c'est-à-dire autant que tu connais de langues, autant de fois tu es un homme. On peut être d'accord sur la conclusion alors. Tout à fait. Encore un mot quand même sur le livre, parce que vous avez décrit les différents monothéismes, les autres religions, mais ce qui frappe aussi, c'est que religion et violence sont associées, c'est presque consubstantiel. J'ai peur de dire que oui. Et là, malheureusement, il faut qu'on s'en désole ensemble. Oui, la raison pour laquelle c'est presque consubstantiel, c'est que les religions qui devraient, comme vous l'avez précisément suggéré dans votre première question, avoir pour point commun d'assurer les angoisses humaines et de leur donner une clé de l'explication du mal, en réalité se considèrent chacune comme supérieure à l'autre. Et dès lors que chacun des tenants d'une religion juge que sa religion vaut mieux que celle du voisin, elles entrent en conflit de façon presque inéluctable. Combien de langues, si je peux vous poser une question qui n'est pas personnelle, parlez-vous ? Ou plutôt les langues dans lesquelles vous êtes à l'aise ? L'idée de compter les langues que je parle ne m'est jamais venue. À ce point ? Il y en a tellement. Je vis dans les langues, pourquoi diable devrais-je les compter ? Une douzaine ? Une quinzaine ? Peut-être une dizaine, oui, mais compter les langues pour moi est une question qui ne me vient pas à l'esprit. Je sais qu'elle aborde beaucoup de gens, mais je vis dans la passion des langues et donc pour moi, par exemple... quand je vais en Chine, je fais une conférence en chinois. Quand je vais en Russie, je fais une conférence en russe. Quand je vais en Israël, je fais une conférence en hébreu. Quand je vais en pays arabe, je fais une conférence en arabe littéraire, pas en arabe dialectal. Et quand vous allez dans les pays anglophones, vous êtes un peu plus réticent, non, à parler anglais ? Quand je vais dans les pays anglophones, je parle avec résignation et fureur dans la langue impérialiste. Parce que vous pensez toujours que l'anglais est une menace pour les autres langues ? Absolument. Et ça, voilà, vous êtes cohérent là-dessus. Je n'ai pas changé d'avis. Vous le dites depuis toujours. Vous dites d'ailleurs que vous partez en guerre quelque part contre ceux qui veulent faire de l'anglais une langue universelle. Vous dites que cette domination, moi je me souviens de vos précédents livres, elle risque d'entraîner la disparition d'autres idiomes. Donc c'est dangereux aujourd'hui, cette langue est dangereuse. Elle est dangereuse dans la mesure où elle est une menace pour la diversité. Or la diversité des langues, c'est celle de notre vie, et celle de nos cultures, de nos civilisations. Et par conséquent, une langue qui, sous prétexte de réunir, de rallier tous les suffrages, est en train d'écraser les autres langues, est une langue redoutable qu'il faut combattre. Je combats l'universalisme de l'anglais. Mes étudiants, par exemple, récemment, un de mes étudiants me disait, je suis allé en Espagne, j'ai rencontré une fille qui me plaisait beaucoup, heureusement il y avait l'anglais. Je lui dis, comment tu vas en Espagne ? Et au lieu d'apprendre l'espagnol et de demander à ta petite amie d'apprendre le français, vous parlez une langue qui est étrangère pour tous les deux. Mais c'est totalement intolérable. Quand il a vu ma fureur, il a eu peur. J'imagine, on peut avoir peur. Merci en tous les cas pour cet entretien. Claude Agege, les religions, la parole et la violence. Et je le rappelle, professeur au Collège de France et non pas professeur honoraire. Merci. Attention, c'était important. On arrive presque à la fin de cette émission, mais d'abord, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Je crois que Jean-Luc Mélenchon avait connu comme ça un petit succès dans les sondages à quelques semaines des élections en 2012 déjà, et puis finalement il avait abaissé dans les derniers jours. Sur le vote contestataire. Non, je crois pas. Je crois que la hausse dans les sondages de Jean-Luc Mélenchon correspond à l'effondrement de Benoît Hamon et du Parti socialiste officiel, au bénéfice d'Emmanuel Macron d'un côté, de Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Après, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui quelles que soient ses qualités d'orateur, qui sont réelles, qui ne se retrouveront pas du tout dans Jean-Luc Mélenchon, dont je rappelle quand même que le projet, c'est l'immigration massive, c'est la régularisation totale de tous les clandestins, c'est aussi 100 milliards d'euros d'impôts supplémentaires.
Ces élections présidentielles vont déterminer pas seulement le futur de la France, ils vont déterminer le futur de l'Europe. Si Marine Le Pen, mais pas seulement Marine Le Pen, même si Jean-Luc Mélenchon gagne, l'Europe est finie. Et on oublie de le dire très souvent en France en rappelant quels sont les mérites de cette Europe pour les Français. Tout à fait. Ricardo pêche le crabe depuis plus de 30 ans. Lors du typhon, il a perdu tout son matériel de pêche. Très peu de temps après, avec un nouveau bateau, offert par une ONG australienne, il a repris la mer. À 68 ans, c'est son seul moyen de subsistance. Aujourd'hui, je pense que les maires ont bien conscience que leurs villes ont changé et que la radicalisation a changé quelque chose dans nos villes. Voilà. Nous, les maires, nous sommes garants du fait que tous les citoyens doivent vivre ensemble sur des valeurs communes. Ça, c'est très important, vraiment. L'égalité homme-femme, la laïcité. Moi, je suis extrêmement attachée à la laïcité. Et aujourd'hui, nous sommes les premiers à vérifier que dans nos communes, les choses se sont tendues, les choses ont changé. Par contre, il faut du courage pour et le dénoncer et le poser, alors sans excès non plus. Voilà, il faut aussi mesurer les choses. Bah oui, vous avez une tenue. Alors, ce n'est pas une tenue militaire, mais c'est une tenue uniforme. C'est l'originalité de notre système EPID, c'est qu'on va vous placer dans un cadre structurant, strict, d'inspiration militaire. La spécificité de l'EPID, c'est d'accueillir les jeunes en internat. Ça sert à se sociabiliser, à apprendre la vie en collectivité. L'internat, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Ça va nous servir à créer la cohésion. Le fait d'appartenir au groupe, de se sentir appartenir à ce groupe, c'est vraiment quelque chose qui va montrer que ah bah tiens, si lui y arrive, pourquoi moi j'y arriverai pas? Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Demain, votre rendez-vous matinal, c'est Territoire d'Info. L'invité, c'est Emmanuel Macron. Quant à moi, je vous retrouve demain soir, avec plaisir, à 22 h. On peut dire au revoir, Claude Agege, en quelle langue à nos téléspectateurs? En chinois. Allons-y. Zaijian. Voilà, tout est dit. Belle fin de soirée à vous. Qui veut dire encore revoir.